Salut Fred-Marie, ravi de t'avoir avec moi. Aujourd'hui, tu m'as amené faire un reportage en fait sur un événement local avec toi et on a passé un bon moment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je connaissais vraiment pas ce milieu-là. C'est pas du tout quelque chose que je fais. Et apparemment, oui, toi, c'est ton métier quelque part. Et vraiment, voilà, je te laisse nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais, salut à tous, à toute ton audience. Merci de me proposer cette interview. Moi, je m'appelle Fred, donc je suis photoreporter maintenant depuis 2011, on va dire. Je travaille pour la presse magazine essentiellement, pour la presse nationale. Je diffuse mon travail via des banques d'images, via des agences de presse, notamment le studio Hans Lucas sur lequel je diffuse mes images, notamment un petit peu l'AFP, Getty, des choses comme ça. Et mes secteurs de prédilection, c'est tout ce qui est sport extrême, activité outdoor, et l'univers qui est un peu parfois diamétralement opposé, qui est le secteur de la défense, l'armée, les militaires, tout ça. Ok. Et comment t'en es venu là? En fait, ça part d'où? C'était secteur de prédilection, mais comment t'en es arrivé là? Alors il y a plein de trucs, c'est un peu des opportunités en fait qui sont arrivées. J'ai commencé par faire une fac d'histoire géo à Toulouse, qui m'a ensuite conduit à Sciences Po en master. Je suis entré en master journalisme pendant 2 ans à Sciences Po. Okay. Et c'est là où j'ai appris les techniques rédactionnelles, comment on crée des reportages, pas photo parce qu'on n'avait pas vraiment de cours de photo pour ça, mais plus la partie vraiment journalistique. Et c'était pendant la période électorale en 2012, où là j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de photos et je suivais les candidats à la présidentielle quand ils passaient à Toulouse. Okay. J'ai commencé à piger pour des journaux locaux, la Dépêche du Midi, des choses comme ça, et puis des agences de presse qui m'ont fait confiance. Et de fil en aiguille, j'ai construit mes propres reportages en rencontrant des gens. Au final, ça, tu l'as vu sur le reportage sur lequel tu es venu. On passe notre temps en fait à rencontrer des gens de revoir des gens qu'on connaissait avant, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ou des nouveaux, qui nous donnent des idées, qui nous font rentrer dans des endroits, qui nous disent « ouais, ce serait bien que vous fassiez peut-être ça, si ça vous intéresse ». Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à traîner avec à la fois des gens en montagne qui font des sports extrêmes, du base jump, de la highline, des choses comme ça, et puis aussi des militaires qui font des opérations, des entraînements en France, en Europe, et puis après qui partent en opération. Donc j'ai eu la chance de partir en opération avec eux plusieurs fois. Et en fait l'idée c'est tu suis un peu les opportunités, tu regardes un peu ce que recherchent les magazines aussi, le type d'image qu'ils recherchent, et puis tu t'adaptes à ça, et tu suis aussi tes passions, ce que tu as envie de faire. Moi j'aime beaucoup la montagne, la nature, tout ce qui touche à l'aventure. Donc c'est une façon pour moi de vivre ça. Ok. Alors, une question que moi je me suis souvent posée, et c'est pour ça qu'on a été faire ça aujourd'hui, c'est comment tu construis en fait un reportage? Tu pars d'où? À part si c'est une commande bien sûr, mais quand tu construis tes propres reportages, tu pars de quoi? Tu pars d'une histoire. Tu réfléchis à une histoire que tu vas raconter. Le photographe, il raconte des histoires en photo. Toi, tu le fais avec des modèles, en studio ou pas. Tout à fait. En photoreportage, c'est pareil, sauf que tu vas être sur une série photographique. Le reportage photo, c'est une série photographique qui, un peu comme une bande dessinée, il y a des cases, donc il y a un editing à faire pour raconter une histoire correctement, avec des images fortes, le plus fortes possible à chaque fois, mais qui racontent une histoire. Et dans le cadre du photojournalisme, il faut aussi apporter une information. C'est pas juste raconter une histoire, c'est aussi apporter une information. Donc il faut avoir une bonne connaissance de l'actualité, de ce qui se passe, qui sont les acteurs, qui sont les personnages intégrés dans cette actualité-là. Okay. Donc même si c'est un petit reportage local, comme ce qu'on a fait avec les commémorations de la libération de Toulouse, du 19 août, c'était un simple petit événement avec des élus politiques qui étaient là pour faire un discours, des choses comme ça, avec des anciens combattants. Là, l'idée, c'était de retransmettre un peu ce qui se passe à ce moment-là. Okay. Où est-ce qu'on est, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on essaie d'utiliser des leviers un peu créatifs, jouer avec le cadrage, avec les premiers plans, des choses comme ça, pour ajouter un côté esthétique aussi à ces images, dans le but de raconter l'histoire de façon un peu plus attractive. Un peu comme quand tu racontes une histoire drôle à un pote, ou quand tu racontes une histoire à un enfant, tu mets un peu les formes, tu vois. En photographie de presse, c'est un peu pareil. Okay. Tu étais là pour capter l'événement, retransmettre en image ce qui s'est passé, peu importe l'importance en quelque sorte de l'histoire, tu es là pour le raconter avec ton appareil photo. Ok. Et on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait des photographes en fait, de presse, on va dire locales, d'accord, type La Dépêche ou autre. On sent bien que le travail est fait de manière mécanique.
qu'est-ce qui fait que justement toi, quand tu vas faire ton reportage, tu fais pas simplement cet esprit mécanique? Pourquoi toi, tu vas chercher plus loin? Pourquoi je t'ai vu avec ton téléphone en train de chercher qui était telle personne pour être sûr d'avoir la bonne personne? Tu vas où là-dedans? Ça, le coup du téléphone pour regarder les personnes ou parler avec les gens pour avoir des infos ou se documenter, ça c'est le métier de base du journaliste. Tu es là pour... tu fais un travail d'enquête. Alors enquête, c'est pas forcément aller trouver le scoop de telle entreprise qui fait des trucs pas cool ou quoi, ou déterrer les poubelles. Voilà. C'est pas ça, c'est juste faire en sorte que quand tu arrives sur le terrain et que tu fais tes photos, tu aies les bonnes informations au bon moment et que tu sais qui est qui et comment ça se passe. Donc ça c'est juste la base. Après... tu as vu qu'il y a certains photographes qui font des photos, ils font tous plus ou moins les mêmes photos sur un événement comme ça, parce qu'en fait ils savent ce qu'il leur faut. Quand tu pars sur le terrain, tu sais ce qu'il te faut comme photo, parce que tu sais que si tu travailles pour tel ou tel magazine ou telle publication, il te faut tel type de photo. Il te faut les élus avec les drapeaux ou les élus avec la statue par exemple, voilà, de François Verdier, tout ça, il te faut les images, on va dire, standards en quelque sorte. Là, tu l'as vu, moi, j'avais pas de commande sur ce sujet-là. On l'a fait vraiment pour l'entraînement, pour voir un peu comment ça se passe. Là, j'ai fait volontairement, il y a certaines images que j'ai fait comme eux, pour avoir l'image. Par exemple, le portrait du sculpteur avec sa sculpture, tu vois, on fait le portrait, on demande, on le fait. Mais je profite de ne pas avoir cette charge de travail, en quelque sorte, cette obligation de rendre des images sur tel ou tel événement, telle ou telle façon. J'en profite pour tourner un peu autour de l'événement, pour aller chercher des angles un peu originaux, des trucs où... le bon indice, c'est que tu vas là où les gens ne sont pas, en fait. Là où les autres, tes collègues ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas ce genre d'image. Donc à toi d'aller chercher ces images. Après, s'ils ne le font pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il faut tourner. Tu m'as vu pas mal tourner. Tu marches tout le temps, en fait. T'es pas là, tu marches pas pour faire tout le temps des photos. Mais ton œil, c'est ton viseur, c'est ton cadre. Donc tu apprends à regarder, tu apprends à être attentif aux moindres petits détails. Et ça, c'est génial parce qu'après, dans ta vie de tous les jours, tu te rends compte de trucs auxquels tu n'aurais jamais fait gaffe quand tu te balades dans la rue, quoi. Tu vas avoir des petits éléments rigolos ou pas. Et ça vient en travaillant ton regard. Non seulement en regardant les photos des autres, mais aussi en regardant ce qui t'entoure, en cherchant, en réfléchissant. En te posant aussi des questions. Comment je pourrais faire la photo de tel mec en train de faire tel truc? Ou comment je pourrais faire pour avoir cette scène-là avec un truc un peu original, un cadrage un peu insolite. Donc ça c'est vraiment pas mal, mais et comment alors tu fais quand tu pars avec l'armée, parce qu'on sait que tu as fait pas mal de choses avec l'armée, comment tu construis tes photos dans un univers quand même qui peut être assez complexe? Tu es quand même avec l'armée, c'est pas comme ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment assez carré. Comment tu travailles autour de ces sujets-là? En fait, c'est pas si différent que ça. Honnêtement, parfois, tu as certaines contraintes que tu n'as pas dans des reportages comme celui-ci. Mais au final, c'est pareil, en fait, dans le sens où on te donne les règles du jeu. On te dit ta limite gauche, ta limite droite, là où tu peux aller, là où tu peux pas aller. Parfois, tu peux te permettre de mettre le pied sur la limite pour voir, pour montrer aux gens que c'est pas si grave si tu fais ça. Bon, après, ça c'est au feeling quoi, avec les gens. Maintenant, c'est évident que quand tu travailles avec des... quand tu travailles avec, c'est un peu... je travaille pas pour l'armée, je travaille pas pour l'institution. Je travaille pour des magazines indépendants, civils. Mais je travaille en collaboration, on va dire, avec l'armée, puisqu'en fait, via des officiers presse, on a des attachés de presse, on a certaines directives. Ils nous disent, voilà, ça serait bien que vous fassiez pas ce genre d'image, ou parce que ça pourrait... par exemple, si vous faites une photo d'un mec qu'on voit son visage, alors que c'est quelqu'un qui est sous anonymat, et sa famille pourrait avoir des problèmes, il pourrait y avoir des répercussions, etc. Ou alors, il y a plein de petits cadres, de petits cas de figure comme ça. Et puis eux aussi sont là pour te donner leurs objectifs de communication, te dire voilà, nous on aimerait valoriser ça, mettre en avant ça, mais comme n'importe quelle entreprise. Tu vois, si tu fais des photos chez Airbus ou ailleurs dans une entreprise, ils vont te dire ouais, on vient de faire tel produit, tel avion, il est génial, faut prendre en photo. Toi, tu es là pour écouter tout ça et pas forcément, t'es pas là pour faire la communication de ces gens, tu es là pour raconter une histoire, informer les gens. Donc tu es là pour pour qu'ils te rendent service en te facilitant le boulot. Mais en même temps, tu es là pour trouver ce qui se passe réellement et comment tu peux montrer tout ça, quoi. D'accord. Ok, maintenant, on a bien vu un peu ton approche du reportage, que c'est pas forcément compliqué de le faire pour l'armée ou autre, en fait. C'est juste des lignes et des choses à respecter. Je suppose qu'en montagne, ça doit être pareil aussi, les falaises et le machin, il doit y avoir des règles aussi à respecter, tu fais pas n'importe quoi.
Ouais, bah après, dans la limite il faut juste réfléchir en fait. Ouais. C'est de la bonne intelligence. Tu vas pas au bord du vide si t'es pas attaché. Fais attention à la caméra qui tombe bas. Voilà, par exemple, tu déranges pas quelqu'un en train de se concentrer pour sauter en parachute. Enfin, c'est de la bonne intelligence. Après, il y a un truc que j'aime faire et finalement, ce qui est rigolo, c'est qu'on me dit que je le fais plutôt bien. C'est que quand je suis en reportage avec des gens, les gens m'oublient facilement. Je sais m'effacer, je sais me rendre. Pourtant, t'as vu, je suis pas tout petit. Mais au final, les gens font pas tant attention à moi que ça parce que je sais m'effacer. Je parle pas, je parle au bon moment. Ouais. Tu fais pas du hep. Voilà, je fais pas poser les gens. Je suis plus dans une recherche de. Voilà, je me mets un peu en retrait pour réfléchir, tourner, trouver des idées. Et les gens font pas attention. De toute façon, en général, les gens font pas forcément attention à toi. Ils sont dans leur truc, ils vivent leur truc. Si tu fais de la photo de rue, tu le vois au début, t'as un peu peur d'aller vers les gens. Tu te rends compte que les gens ils font leur vie quoi. Tu pourrais te balader à poil dans la rue, les gens font pas forcément, ils vont faire ah mais il est taré et puis ils ont oublié quoi. Donc en reportage il faut jouer sur ça, il faut être capable de s'effacer. T'es là pour te concentrer sur ce que tu vois, comment tu le captes, mais après c'est bien de parler aux gens, de poser des questions, de dire ok qu'est-ce que tu vas faire après, comment ça va se passer. Là un truc qu'on n'a pas fait sur ce reportage, j'aurais dû aller voir le responsable com et lui dire ok comment ça va se passer, qui parle en premier, comment ça se passe. Voilà, on l'a fait un peu au feeling, mais t'as pas forcément besoin de. Il faut pouvoir t'effacer pour rendre la scène la plus naturelle possible, pour pas qu'elle soit. Parce que toi, quand t'es là avec tes appareils photo, tu vois, ton gros appareil photo ou tes deux gros appareils photo, tu peux faire peur aux gens, tu peux dénaturer la scène, et ça, il faut surtout pas le faire. C'est pour ça que par exemple, tu vois, là, j'avais pas tout le temps mes deux appareils autour du cou, j'essaie d'en mettre un dans le sac pour être le plus neutre possible. Parfois, c'est bien de montrer que tu as du matos pour montrer que tu es professionnel, pour pas qu'il te saoule, pour que tu fasses ton boulot. C'est un juste milieu à avoir, tu vois. Donc, il faut être capable de pas dénaturer la scène, rester à ta place, t'es spectateur, t'es témoin, t'es là pour raconter un truc. T'es pas là pour être acteur, t'es pas un personnage de ton histoire, tu vois. Mais c'est vrai que, comme on peut voir, en fait, tu t'effaces quand même pas mal dans le décor. C'est ce que j'ai constaté. Mais il y a des fois où tu n'hésites pas quand même à aller sur le terrain, entre guillemets. C'est d'aller devant pour faire la photo qu'il faut. À quel moment tu juges que ça peut être pertinent, pas te faire refouler, pas être emmerdé, ou à quel moment tu arrives à ressentir ça? C'est vraiment un ressenti ou c'est... c'est juste que j'ai ce cadre dans la tête que je veux faire et du coup s'il faut que je passe la sécurité pour faire la photo de la rangée d'élus sur place et que je passe devant le kidam avec son téléphone qui fait des photos, je passe devant. Parce qu'en fait moi je suis pas là pour faire, je suis pas un touriste, je suis pas là pour faire des photos souvenirs, je suis là pour faire des photos dans ce reportage là. Donc si je dérange pas, si ça porte pas préjudice aux gens, je le fais. Et en fait tu te rends compte que au final, même si j'ai pas d'accréditation autour du cou, que je suis pas identifié dès le départ comme étant un professionnel, les gens autour de toi le sentent en fait. Sentent que ok, si le mec le fait, c'est que ça doit être normal. Parfois, ils font pas attention. Mais ça m'est arrivé sur le 14 juillet, par exemple, on te dit à 9h du matin, t'arrives à 5h du matin, 9h du matin, plus personne sur les champs, dégagé, les photographes et tout. Et parfois, tu peux jouer un peu avec le truc, tu peux aller sur les Champs-Élysées, tu te décales un peu, tu fais la photo que tu veux, et ces gens, ils te voient, ils se disent bon, c'est bon, s'il fait, il fait. C'est comme passer un barrage aussi de la sécurité, que ce soit des policiers, des CRS, des gardes mobiles, etc. Parfois, même sans carte de presse, avec le bagou, tu peux passer. Tu vois là, je suis professionnel, je fais mon boulot. Laissez-moi faire mon travail, moi je vous laisse faire votre travail, je suis pas un terroriste, c'est bon. Parfois ça passe. Tu le fais pas pour le plaisir de le faire, tu le fais parce que tu as un intérêt à le faire, tu as un but. Oui, tout à fait. Comme quand tu veux faire une photo d'une modèle, tu lui poses des questions concrètement, tu dis, ça t'embête pas de faire ça comme ça, déplace-toi là, etc. Tu le fais. Donc en reportage c'est pareil. Après sur ce genre d'événement où c'est très protocolaire, tu l'as vu, il y a un ordre et tout, il faut connaître un petit peu, il faut savoir te placer. Il faut pas déranger tes collègues aussi, tu vois. Même si tu les connais pas, même si tu découvres des gens et tout, la gentillesse, la politesse, c'est de pas se mettre devant les mecs pour leur pourrir leur cadre, tu vois. Carrément. Après il y en a qui le font, qui font pas attention. Soit parce qu'ils réfléchissent pas, soit parce qu'ils le font volontairement, j'en sais rien. Et voilà, moi je fais attention, j'ai appris à faire ça. Je te dis, j'ai appris la photo de presse quand il y avait les élections présidentielles, donc on était des meutes de photographes monumentales, il y avait plein de gens. Et il fallait, des fois t'es dans une meute, des fois t'es compacté avec les autres photographes, mais vraiment compacté, les gens sont contre toi et toi tu recules pendant que la personnalité elle avance et tu recules, tu regardes même pas sur quoi tu marches, mais les gens t'entraînent, tu vois. C'est un univers assez bizarre. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement, c'est pas quelque chose que j'aime, tu vois. Je m'en suis séparé de la photo de news pour faire des sujets magazines, plus au long cours, avec des gens, etc. Mais au final, c'est un environnement dans lequel tu évolues et les gens évoluent avec toi là-dedans, et donc il faut connaître, tu vois.
Faut pas gêner les autres. Faut arriver à se placer. s'adapter. Exactement. En fait, et à naviguer avec toutes les autres personnes qui t'entourent en fait. Et pour apprendre à faire ça, la meilleure des choses, Ouais. c'est peut-être ta prochaine question, c'est c'est observer comment travaillent les autres. Ah, ok. Ça, c'est le premier conseil, un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'étais en école de journalisme. Et c'est pas mes profs qui me l'ont donné, c'est des collègues, des futurs collègues à ce moment-là. Ils me disaient, regarde comment il travaille le mec. Regarde comment il travaille le mec de la Dépêche. Regarde comment il travaille le mec de 20 minutes, comment il travaille le mec de Libé, etc. Regarde comment il se place. Tu l'as vu tout à l'heure, le mec de la mairie de Toulouse. Ouais, tout à Il se fait. plaçait dans des endroits un peu élevés. Ouais. Voilà, il était malin, il connaît le terrain, il se déplace. Et voilà, pourtant tu peux pas marcher sur la pelouse, monter sur un monument comme ça. Ouais, ça m'a surpris d'ailleurs. Ouais, mais personne, tu vois, il y a pas un flic qui va lui sauter dessus pour lui dire fais pas ça, t'es fou, tu vois. Il va pas. Non, il l'a fait Il se sans dit bon, problème. si le mec il le fait quoi. Ouais, ça paraît assez normal pour tout le monde, même à un moment donné. C'est ça. Donc, c'était assez surprenant d'ailleurs. Tant que tu respectes les gens, tu gênes pas tes collègues et que tu es là pour apporter de la valeur et faire tes photos, Ouais. il y a aucun Y a rien à souci dire. quoi. Ouais. Ok. Et donc maintenant, donc tu as bien répondu à la question que j'avais après, Ouais. je précise. Et sinon maintenant, qu'est-ce que tu fais de tes photos? Voilà, en fait, tu fais tes reportages, tout ça, et comment en fait tu vends tes photos, Ouais. comment en fait tu en vis quelque part de ces reportages. Je pense qu'il y a des parties où c'est des commandes, donc là, c'est financé, tu sais exactement. Il y a des parties où tu pars toi, comme là tu vas faire. Ouais. Quel est le but et comment tu les vends? Je fais très peu, quasiment jamais de travail de commande. D'accord? C'est extrêmement rare qu'on m'appelle et qu'on me dise est-ce que tu peux aller faire tel sujet pour nous, tu seras payé tant, etc. Ça m'arrive quelques fois, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Je le fais même, c'est plus rare que je le fasse que je l'accepte pas au final parce que souvent ça correspond pas soit à mon emploi du temps, j'ai pas le temps de le faire, je suis pas sur place pour le faire, Ok. soit j'ai pas envie de le faire. Je préfère, moi personnellement, faire le sujet, produire le sujet et ensuite le vendre. Pourquoi? Parce que j'aime pas forcément avoir la pression du résultat, du truc. C'est sympa de temps en temps faire, ça te permet de t'entraîner. Moi je vois ça Ouais. comme un entraînement, tu vois, Ok. comme j'irais faire des photos de concert ou de sport un peu traditionnel de temps en temps ou cette petite cérémonie, tu vois, Ouais. pour m'entraîner à être un peu créatif, à trouver des cadres un peu originaux dans un truc qui est pas forcément très original. Je préfère produire mes sujets, comme ça j'ai la liberté de A à Z de construire mon histoire, Ok. de réfléchir à différents angles, avec la difficulté bien sûr que t'as pas quand t'es en commande, c'est-à-dire de vendre derrière, t'as pas la certitude de le faire. Je le fais que si je vois que ça va être très compliqué à financer. Parce que derrière il faut une trésorerie, tu vois, il faut gérer plein de trucs, tes billets d'avion, tes frais, ta bouffe, ton logement, ton matos, ton assurance, plein de trucs quoi. Ouais, là, il y a des coûts. Bien sûr, donc du coup, moi j'ai toujours vu la photographie de presse comme j'ai toujours vu le reportage de presse comme une partie de poker, Ok. tu vois, depuis que j'ai commencé. Alors, en plus, quand j'ai commencé, j'étais à fond dans le poker, là, beaucoup moins. Mais à l'époque, j'ai toujours vu ça comme ça. Pourquoi? Parce que je voyais ça comme des coups, c'est-à-dire que tu jouais, même si tu joues contre toi-même plus que si tu joues contre les autres, à chaque fois que tu gagnes, tu vois, tu remportes le truc, mais tu vas remettre automatiquement de l'argent dans le pot. Dans le pot. Tu vas remettre de l'investissement, tu vas tenter un autre sujet qui va pas marcher. Ouais. Et tout cet argent, il reste au milieu en fait. C'est pas des dépenses, c'est pas de l'argent que tu crames. Le fait d'aller faire un reportage dans un autre pays que tu n'arrives pas à vendre, Ouais. ben, plutôt que de le voir comme un échec et tu vois, et te flageller, genre c'est pas bien, Ouais. machin, moi je le vois comme un investissement. Je dis ok, c'était aller du repérage. Ok. Puis je vais réfléchir à ces photos que j'ai ramenées, comment je vais en faire ce qu'on appelle un synopsis, donc Ouais. moi je fais ça sous forme de PDF, tu vois, c'est ce que j'apprends Ok. à mes élèves. Je fais ça sous forme de PDF, c'est quelque chose qui marche bien, avec les photos que j'ai fait, un peu de texte, des informations, et j'envoie ça aux rédactions. Je leur dis voilà, je suis allé à tel endroit, j'ai fait tel sujet. Soit ça vous va et vous pouvez l'acheter comme ça, si ça vous dit, ça colle Ouais. à votre ligne éditoriale, il faut faire attention à ça. Soit je peux continuer à aller le faire, si ça vous intéresse pour vous. Là, ça peut se transformer en commande, par exemple. D'accord. Ok. Souvent, je me débrouille quand même pour faire le sujet, que ça soit cohérent et que ça marche et que la personne l'achète. D'accord. Si tel journal, tu vois, je le présentais par exemple au Figaro, le Figaro le veut pas, bah, je vais le proposais à Paris Match. Ok. Tu vois, Paris Match le veut pas, ok, je vais proposer à VSD, Ouais. etc., etc. Et quand tu vas tu mets les pieds dans un kiosque, tu vois le nombre de magazines qu'il y a devant toi, Ouais. le champ des possibles, il est Il est énorme. énorme. Tu vois, à toi d'adapter ton sujet, tes photos, pour que ça fit, tu vois, que ça rentre dans le magazine. Ok. Et après, ça c'est la première étape. Donc je fais le démarchage, tu vois, de ces magazines. Mhm. Et ensuite, si ça fonctionne, que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, je continue dans mon plan. Tu vois, je me suis fait un plan à Ouais. force, j'ai réussi à me faire une méthode. Toi, tous les deux, on est pareil, tu vois, on a appris à faire des protocoles, tout comme ça, C'est des ça. process. On apprend à faire une sorte de checklist.
Ok, case 1, c'est coché. J'ai gagné X centaines ou X milliers d'euros sur ce sujet. Ok, qu'est-ce que j'en fais après? Ou au contraire, j'ai fait 0, qu'est-ce que j'en fais après? Ben, c'est la même chose en fait. Je prends ces photos, je redesign un truc, je remodifie mon angle, je modifie mon angle journalistique sur le truc, je vais continuer le sujet ou pas. Et après, ces photos, je vais aussi les mettre en diffusion sur des banques de données. Ok. Tu vois, en France, il y a un truc qui s'appelle Pixpalace. Ouais. J'ai fait un podcast sur ça qui explique un peu quoi je ça... le mettrai en lien d'ailleurs. Comment ça marche. Ce serait un peu trop long à expliquer, mais Pixpalace, ça permet de mettre en relation les acheteurs de photos avec les vendeurs de photos. Okay. C'est une sorte de plaque tournante de la photo. C'est comme une banque d'images, comme un Fotolia, mais pour les journaux. Qui s'adresse aux journaux. Voilà, avec des prix qui sont beaucoup plus élevés. Tu vois, tu peux gagner plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros par photo. Donc ces photos, elles dorment pas, elles sont pas dans un disque dur, elles sont dans des serveurs. Okay. Et Pixpalace est tellement fort qu'ils ont même réussi à mettre des serveurs chez leurs clients. C'est-à-dire, tu vois, Le Monde, par exemple, ils ont des serveurs, je sais pas si c'est Le Monde, mais d'autres boîtes, les boîtes d'édition ont des serveurs Pixpalace chez eux. Donc ils peuvent piocher dans les photos directement. Donc des fois, je reçois un mail qui me dit, c'est un iconographe du Monde ou d'ailleurs, qui me dit, on a téléchargé votre photo, on l'a utilisée, elle est dans le numéro d'aujourd'hui, merci de nous envoyer votre facture ou votre note de pige. Okay. Et après, j'ai juste besoin de facturer, c'est parti quoi. Okay. Enfin, je fais payer un salaire, mais c'est oui, non. En fait, là tu mets à disposition ton travail, quel qu'il soit, pour que les gens aillent chercher une photo. C'est-à-dire qu'on va dire n'importe quoi, mais tu as fait une photo il y a 1 an, qui illustre un événement que tu n'as pas vendu il y a 1 an, qui, pour un fait X ou Y, revient d'actualité aujourd'hui. On ne trouve plus de photos, on trouve la tienne, on l'achète. En fait, c'est ça. Ça peut se résumer à ça. C'est un peu comme il y a une grosse question de référencement. C'est comme un site internet. Il faut que tu références ta photo comme un article. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes des mots-clés dans ta photo. D'accord. Un peu comme sur un post Instagram avec des hashtags. Ouais. Tu mets des mots-clés dans tes métadonnées de photo. D'accord. Tu vois, les métadonnées, c'est les données qu'il y a. Ta photo, c'est des 0 et des 1. Tu vois, c'est un fichier numérique. Donc dedans, il y a des données constructeurs, par exemple. Il y a écrit que tu as fait cette photo avec un Fuji, etc. Je fais de la pub pour Fuji parce que je suis Fuji, pardon, moi, c'est Nikon. Non mais bon, peu importe. On fera pas de guerre. Et t'as par exemple les exifs, tu vois, c'est ce truc qui sert à rien que tous les gens s'excitent sur les exifs. Voilà. Je vais me faire plein d'amis sur ton truc, c'est génial. C'est ça. Et il y a des trucs que tu peux rajouter, notamment la légende photo, le copyright, le fait que ça soit protégé ou pas, ton numéro de téléphone. Tu vois, moi j'ai vendu des photos grâce au fait que j'ai juste mis mon numéro de téléphone dans les métadonnées, tu vois. Carrément. Ok, juste ça. Ton mail, ton site internet, tu mets tout dedans. Oui, c'est ce qu'on peut faire sur Lightroom, tu le fais? Exactement, sur Lightroom. On peut le faire sur plein de trucs, moi j'utilise Lightroom. Moi aussi, enfin, je mets juste mon nom à l'intérieur, je fais pas un travail comme le tien, mais... en fait, ça te permet aussi de retrouver tes photos après coup, ça te sert à plein de trucs. Ouais, c'est très utile. Ça prend énormément de temps, c'est super chiant à faire, mais c'est ultra efficace. C'est ça qui te permet d'être référencé, de remonter dans les moteurs de recherche des photos. Des photos, et surtout après de pouvoir vendre en continu tes photos et faire des petits soldats, comme on aime bien le dire, nous. Donc ok, c'est cool. C'est cool. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de ton dernier livre, en fait. Photoreportage. Les secrets du photoreportage? Les secrets du photoreportage. T'as vu, mais comme par hasard, je l'ai juste là. Mais non. Mais c'est un truc de fou. Oh là là, je croyais qu'il n'était pas imprimé. Mais c'est presque comme si on avait préparé cette interview. C'est ça. On ne le dira pas. Donc, il te reste 3 minutes pour nous parler de ton livre. 3 minutes pour faire une promo, putain, c'est pire que TF1 quoi. C'est ça, pire que TF1, vas-y. Alors, on peut voir mon spectacle au Cri de la Mouette. Non, mais en fait, c'est un livre que j'ai imprimé, que j'ai édité avec Erol, qui est une société d'édition qui a une grosse gamme de livres photos. C'est dans la collection Les secrets de la photographie. Donc, les secrets du photoreportage, c'est plein d'exemples de photos qui ont été publiées dans la presse, avec l'explication de comment ça s'est passé, pourquoi, comment. C'est plus orienté technique que business, que vente. Pour la vente, il y a un autre livre, c'est Photographe Stratège. C'est ça. C'est trop loin, j'ai la flemme de le récupérer. Il est juste posé sur le petit côté. Non mais attendez, il y arrive? Ou j'allais me lever en plus? Allez, je vais être mignon. Donc ça c'est plus pour le marketing. Celui-là est disponible en version numérique. Il est imprimé chez Amazon. C'est la société qui veut dominer le monde et tuer tout le monde. Et donc voilà, il est imprimé à la demande par eux. Et ça, c'est plus pour le marketing. Le secret du photoreportage, c'est plus de la technique. On parle d'équipement, de storytelling, d'astuces de cadrage. Les deux vont bien en fait. Pour quelqu'un qui veut aller plus loin, ça peut être très intéressant de commencer même à la limite par photoreportage. C'était le but en fait. C'était de proposer le truc avant pour... en fait, c'est à la fois pour les amateurs éclairés, on va dire, qui ont envie de progresser, qui veulent s'essayer au reportage. Tout à fait. Et qui après, s'ils veulent devenir pro, ils passeront sur Photographe Stratège. C'est ça. Et pour les professionnels qui sont déjà peut-être dans le mariage, dans le corpo, etc., qui veulent se former un peu plus au reportage,
Ah, on parle aussi de cadrage, de compo, de trucs qui sont... Moi, j'ai sympas. trouvé très intéressant en fait, parce que moi, comme tu le sais, comme vous le savez tous, moi, je fais vraiment du portrait. Vraiment du portrait, et c'est vrai que dans le guide là, du photoreporter, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur, encore plus aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, mais comment tu construis ça, et moi je trouve même que ça nourrit mon travail de photographe portraitiste en fait. Ouais. Parce que je me dis, quand je travaille beaucoup sur le modèle, et depuis que j'ai approché ça, je commence à travailler aussi sur ce qu'il y a autour, c'est-à-dire je m'éloigne un peu plus du modèle, il fait partie de ma photo, toujours une partie dominante, mais c'est plus essentiellement que ça. Alors voilà, ça m'a permis aussi d'aller un peu plus loin dans mon travail, donc c'est très intéressant. Mais tu vois, par exemple sur le portrait, ce que j'explique à l'intérieur, c'est que, je devrais pas le dire parce que les gens vont pas l'acheter, mais tant pis. Mais on est là pour ça, pour pas qu'il achète. Ok. N'achetez pas, il est pas bien. Vous avez pas un lien d'affilié en dessous? Non, t'as vu, j'ai fait une vidéo où j'explique qu'il faut pas acheter le bouquin. Faut pas acheter le bouquin. N'achetez pas le bouquin. Ce que j'explique sur la partie portrait, c'est que je suis pas un portraitiste comme toi où je vais aller chercher la photo avec des flashs, la mise en scène de l'image, etc. Je t'ai dit, je suis plus en retrait. Mais parfois, ça m'arrive aussi d'être plus actif dans la démarche. Tu l'as vu avec le sculpteur, tu vois, dans sa sculpture. Tout à fait. Je lui dis, voilà, le simple fait de dire est-ce que vous pouvez vous tenir à côté de lui, à côté de la statue, est-ce que vous pouvez me regarder, pas me regarder, regarder par là, tu mets un peu en scène quelque part. Tout à fait. Mais le plus important, c'est surtout, encore une fois, apporter de l'information. Donc parfois, tu vas plus réfléchir à l'environnement dans lequel est ton sujet que ton sujet en lui-même. Tu vois, le sculpteur, quand il est venu nous voir au début, il nous a dit « Ah, vous voulez prendre une photo de moi ?» Je lui ai dit « Ouais, mais vous avec votre statue. Ouais. Je vais pas faire une photo de toi sans ta statue, ça sert à rien. » Donc je vais apporter une information, je vais te mettre en scène dans ton cadre, en quelque sorte, pour apporter une information. Et c'est là où tu es photojournaliste par rapport à un photographe de studio, même si toi, l'information que tu vas mettre en scène dans ton truc, c'est plus le côté esthétique, le côté... voilà, ça peut être des bijoux, ça peut être des choses comme ça. Hein. Par exemple, voilà. Mais en fait, bien sûr, on a tous à apprendre, c'est pour ça que moi je m'intéresse, j'ai suivi ta formation pour ça, sur le portrait, sur la lumière et tout, parce que ça m'intéresse de voir comment toi tu travailles et comment moi je peux utiliser ce que tu fais toi dans mon boulot à moi pour être plus performant. Mais c'est le but. Mais c'est pareil, hein. Enfin, aujourd'hui c'était un échange aussi là-dessus, c'était de voir comment toi tu te déplaçais, je t'ai vu courir, je t'ai vu te déplacer dans tous les sens, donc c'était hyper intéressant. Ça permet aussi de se dire que toi tu peux le faire dans ton studio, pourquoi rester figé après tout? Je vais enlever mon siège à roulettes et je vais me lever et courir dans mon studio. Ok, merci Fred-Marie, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était très sympa. Vous trouverez les liens de son livre en description et tout dans les fiches, partout. Donc, ne l'achetez pas. L'achetez pas. Non, moi je dis, faut arrêter. Fred-Marie, faut pas acheter son livre. Ok, je te remercie, je vous remercie à tous et puis je vous dis à bientôt. Bye.